la démocratie à l'occidentale telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est du théâtre. En fait, il y a tout un tas de grands sujets sur lesquels cette oligarchie de l'ombre, en fait, impose son agenda, et ceux qui veulent exister médiatiquement, politiquement, sont obligés de cocher les cases de l'agenda de l'oligarchie de l'ombre. Un de mes collègues américains, quand j'étais à l'OSCE, était journaliste, lui, à Kiev, pendant ces événements. Il me disait ça faisait des années que les Américains voulaient pousser la population ukrainienne à manifester pour renverser le pouvoir. Ils travaillaient là-dessus depuis des années. Et donc, quand finalement ça a pris avec les événements de Maïdan, ils étaient ravis. Avant même que je pose des questions, oui, vous voulez savoir s'il y a des nazis chez nous? Oui, on en a toujours. Mais on a viré les plus fous et on a demandé aux autres de se faire plus discrets. C'est texto ce qu'il m'a dit. Et il y a ce système qui est extrêmement corrompu. On a donné des dizaines de milliards, à la fois les États-Unis et les Européens, sans chercher à contrôler comment les fonds étaient dépensés. Voilà, on vous dit une partie de la vérité, mais on vous dit pas toute la vérité. Et c'est bien souvent, en fait, c'est ce qu'on ne vous dit pas qui fait la différence et qui permet de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Et ça, bon, quand on regarde la façon dont fonctionnent les médias sur le long terme, c'est systématique, et notamment dans cette guerre. Bonjour Benoît Paré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour NTD L'Actu. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous avez été analyste pour le ministère de la Défense, observateur pour l'OSCE, donc Organization for Security and Cooperation in Europe, et vous avez récemment écrit donc Ukraine, la grande manipulation et ce que j'ai vu en Ukraine. Donc 2 ouvrages dans lesquels vous détaillez votre expérience en Ukraine sur le terrain. Vous avez été déployé donc pendant 7 ans et vous expliquez que finalement le narratif que l'on entend relève de la propagande, d'inexactitudes, de faits non rapportés, voire d'opérations sous faux drapeau. Donc des opérations militaires attribuées à l'armée russe, mais qui seraient du fait de groupuscules terroristes. Donc je vous propose qu'on revienne tout d'abord sur un récit fondateur sur ce qui s'est passé sur la place Maïdan en 2014. Car justement, donc, on parle d'une opération sous faux drapeau qui sera fondatrice ensuite pour la construction du récit européiste. Donc pour information, donc la place Maïdan 2014, il s'agissait de manifestations contre le président pro-russe d'alors, Viktor Yanukovych, et donc des tirs supposément de répression qui provenaient des autorités et qui en réalité, donc il a été démontré qu'ils provenaient de soutien de groupes néo-nazis, Svoboda ou Pravi Sector. Vous écrivez donc dans votre livre que l'Ukraine d'alors est née d'un coup de force sanglant et particulièrement pervers. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur ces événements ? Oui, en fait, il est assez juste de revenir à ces événements parce que c'est ça qui fonde tout le conflit ukraino-russe que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. L'événement fondateur, c'est vraiment donc, ces manifestations à Maïdan. C'est le premier sans verser. Hein. Donc, si on doit trouver une date pour faire débuter cette séquence de violence, eh ben, c'est la place Maïdan, essentiellement les 18-19 février 2014. Quand des dizaines de manifestants ont été tués par balles et qu'on a accusé la police du président d'alors, le président Viktor Yanukovych. Or, donc, il y a cet universitaire ukrainien qui est basé au Canada, qui travaille à l'université d'Ottawa, qui a étudié dans le détail en fait toutes les sources qu'il pouvait avoir à disposition pour refaire le film des événements. Et comme bon, c'était un événement médiatisé dans le monde entier quasiment, enfin surtout dans le monde occidental, il y avait énormément de matériaux audiovisuels pour les chercheurs. Et donc il s'est attaché à décortiquer toutes les vidéos qu'il a pu trouver, qu'il a croisées avec tout un tas de rapports sur les victimes, les articles dans la presse, etc. Et il a été en mesure de cartographier la mort de chaque manifestant pendant ces 2 jours. Il était capable de dire exactement où, à quelle heure et comment chaque manifestant a été tué. Donc un travail incroyable. Moi j'avais un collègue quand j'étais à l'OSCE qui était un ancien carabinieri, habitué aux enquêtes. Et j'avais réussi à le convaincre de lire la thèse d'Ivan Katchanovski, qui faisait 72 pages format A4. À l'époque, il n'avait pas publié ça sous format livre. C'était un document qu'on téléchargeait sous format PDF sur le site de l'université.
Et donc, il m'avait dit, après avoir lu tout le document, que c'était une véritable enquête de police et une démonstration. Et voilà, moi-même, quand j'ai lu l'intégralité du document et que j'ai consulté ensuite les 2 heures de vidéo qui étaient en annexe, donc il avait la bonne idée de faire traduire en anglais avec des sous-titres tous les dialogues pertinents. J'avais même demandé à des interprètes de l'OSCE de me confirmer que sur des séquences clés, la traduction était correcte. Donc, on m'a confirmé que la traduction était correcte. Donc, il n'y avait pas de manipulation de la part d'Ivan Kachalovski. Et le résultat est accablant. Accablant. Je me demande comment on peut lire tout le dossier et ensuite voir toutes les vidéos et nier que c'était une opération sous faux drapeau. Ça me paraît impossible. Toute personne de bonne foi ne peut que constater que c'est en effet une opération sous faux drapeau. Sauf que évidemment, le monde occidental, les autorités ukrainiennes n'ont jamais voulu reconnaître les faits à ce sujet-là. Même si, quand on regarde les archives, il y avait déjà des signes avant-coureurs très tôt que c'est une opération sous faux drapeau. Il y a notamment une conversation qui avait été enregistrée entre, à l'époque c'était Catherine Ashton, je crois, qui était donc la représentante de la diplomatie européenne. Aujourd'hui c'est Kaja Kallas qui remplit ce rôle. Donc à l'époque c'était Catherine Ashton et a discuté avec de mémoire l'ancien Premier ministre finlandais qui était l'envoyé spécial de l'Union européenne sur place à Maïdan pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Et dans une conversation téléphonique qui a été enregistrée et diffusée sur Internet, il évoquait le fait que un médecin pro-Maïdan, pourtant pro-manifestant, qui était au courant des autopsies qui avaient eu lieu sur les premiers morts, en fait, ils avaient constaté que les mêmes armes, et vous savez que quand on tire une balle de fusil, en fait, chaque fusil laisse un type de rayure spécifique qui lui est propre sur la munition. Alors ça se voit au microscope, ça se voit pas à l'œil nu. Mais donc on est capable de définir précisément si une munition était tirée par la même arme. C'est scientifique. Et donc les médecins qui avaient qui avaient récupéré les cadavres, ils s'étaient rendus compte que les mêmes armes avaient tiré à la fois sur les policiers et les manifestants. Ce qu'a ensuite confirmé Kachanovski. En croisant toutes les données qu'il avait à disposition. Il a pu identifier exactement d'où venaient les tirs. Il y avait essentiellement 2 immeubles. Il y avait l'hôtel Ukraina qui était central et qui avait une vue sur la place Maïdan d'un côté et sur l'allée qui montait vers les positions de la police de l'autre. Donc c'était central. Et cet immeuble était contrôlé par Svoboda, parti d'extrême droite néo-nazi ukrainien. Et donc tout ça c'est confirmé par des images. Et il y avait un autre bâtiment de l'autre côté qui était lui plutôt contrôlé par des gens de Pravi Sector. Mais donc les tirs venaient de ces 2 directions-là. Et alors des policiers ont tiré aussi, mais ils ont tiré en représailles face aux tirs qu'eux-mêmes recevaient. Mais toujours est-il que, in fine, la plupart des victimes, comme Kachanovski le démontre, ont été tuées par les positions tenues par l'opposition. Donc il s'agit d'une opération sous faux drapeau majeure qui était destinée à créer un choc médiatique mondial pour justifier l'éviction du président élu, qui a tout de suite été accusé, sans enquête. Il suffisait de montrer les morts pour que les gens soient persuadés que c'était bien la police du président Yanukovych qui avait tué les manifestants. Or, il y a eu un procès par la suite. Ivan Kachanovski a suivi le procès qui a duré des années. Le résultat du procès officiel à Kiev, le compte-rendu n'a été rendu qu'il y a très peu de temps en fait, je ne sais plus exactement, 1 an ou 2. Et Kachanovski a suivi ça de très près. Et d'ailleurs, je cite dans mon 2e livre la critique du verdict fait par Kachanovski. Et là, pareil, c'est très intéressant à lire. Parce qu'il décrit en quoi le verdict confirme par endroits ses propres observations et par moments en dévie pour des raisons politiques, pour en fait masquer la vérité. Et il décrypte ça très bien.
Et j'ai essayé de résumer ça dans mon livre de manière à montrer l'essentiel de ce qui a été confirmé et de ce qui n'a pas été confirmé pour des raisons politiques. Enfin, il y a des aberrations dans ce verdict, en fait, quand on regarde dans le détail. Mais ça, c'est typique de la justice ukrainienne, telle que moi, je l'ai aussi observé quand j'ai été observateur de l'OSCE un peu plus tard dans le Donbass. Donc, j'étais pas du tout surpris de voir que la justice ukrainienne était incapable de rendre un verdict qui soit cohérent et juste, connaissant les pressions énormes auxquelles sont soumises les juges dans les tribunaux en Ukraine. Il est pour des jugements, enfin des affaires de cette nature, qui sont si importantes, qui définissent tout le narratif qui suit, il est impossible pour les juges d'exposer la vérité sans se mettre en grave danger. C'est inenvisageable quand on connaît l'Ukraine. Et donc, voilà, il était impossible qu'il y ait un verdict qui confirme le diagnostic de Kachanowski. C'est ça que je voulais dire, en fait. Et, est menacé de mort dans le cas où il pourrait prendre certaines décisions dans la résolution du conflit. Comment vous expliquez donc l'impact finalement que ce qu'on appelle donc des groupuscules qui ne représentent finalement qu'une petite partie de la population? Disons, je pense qu'au début, il y a des gens qui ont contrôlé tout ça. Alors qui, ça reste à définir précisément, mais bon, il y avait évidemment les Américains. Il y a des images qui montrent que Victoria Nuland, par exemple, qui était la grande Manitou américaine de la politique étrangère américaine en Europe. Alors de mémoire, à cette époque-là, elle était sous-secrétaire d'État pour les affaires européennes. Après, elle est revenue dans l'administration Biden, parce que ça, à l'époque, c'était l'administration Obama. Donc, sous-secrétaire d'État aux affaires européennes. Donc, elle avait en charge le dossier ukrainien. Après, sous l'administration Biden, elle est revenue aux affaires, mais en montant un cran au-dessus. Je crois que son titre, alors, c'était sous-secrétaire d'État aux affaires politiques. Un truc plus général. Ce qui correspondait au poste de numéro 3 du département d'État, en fait. D'accord. Elle a, en fait, contrôlé de loin et voire de près, en fait, un peu la situation au niveau des manifestations de Maïdan. On sait que les Américains ont massivement financé les ONG qui étaient engagées, comme les médias qui venaient d'émerger d'un seul coup pour couvrir les événements. Tout ça est arrivé de manière simultanée. Avec des sommes d'argent énormes. On retrouve aussi Soros dans tout ça, j'allais dire dans tous les mauvais coups, toutes les révolutions de couleurs. Il y a cette conversation téléphonique célèbre qui a été rendue publique entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain, un enregistrement qui a été diffusé le 4 février 2014. Alors, un truc qui est important à préciser, elle est aussi l'épouse de Robert Kagan, qui est un des leaders néoconservateurs américains depuis des années. C'est quelqu'un qui soutenait la guerre en Irak, très proche d'Israël, très anti-russe, comme le sont tous les néoconservateurs. Donc voilà, elle vient de ce milieu-là. Elle a en plus travaillé avant dans l'administration républicaine du temps de George Bush. Donc elle est en fait l'archétype des gens de l'État profond qui sont capables de travailler à la fois avec les républicains et les démocrates, mais toujours par la même politique. Vous voyez, elle assure la continuité de l'impérialisme américain d'une certaine manière. Voilà, c'est l'archétype de ces personnes qui, en fait, contrôlent l'État profond. Beaucoup d'observateurs qui regardent un peu l'historique de tout ce qui s'est passé en Ukraine, en fait, perçoivent Victoria Nuland comme celle qui a véritablement coordonné la politique américaine sur des années en Ukraine, sur le temps long, en fait. Et elle allait jusqu'à, pendant les manifestations de Maïdan, distribuer des petits pains aux manifestants, le tout en étant filmé, pour bien montrer le soutien des États-Unis aux manifestants. Enfin, c'était une ingérence incroyable. Dans quel pays on tolérerait que des manifestants antigouvernementaux soient autant soutenus par une puissance étrangère de manière aussi visible, financièrement, médiatiquement? Il y avait des podiums où vous aviez notamment les sénateurs américains comme John McCain qui venaient haranguer la foule régulièrement pour leur dire vous avez raison, il faut manifester, c'est tout juste. Ils ne disaient pas il faut renverser le gouvernement. On était vraiment très proches. Et moi, je sais, pour un de mes collègues américains, quand j'étais à l'OSCE, était journaliste, lui, à Kiev, pendant ces événements, il me disait ça faisait des années que les Américains voulaient pousser la population ukrainienne à manifester pour renverser le pouvoir. Ils travaillaient là-dessus depuis des années. Et donc, quand finalement ça a pris avec les événements de Maïdan, ils étaient ravis.
Ils étaient aux anges. Voilà, donc tout ça, c'était très largement soutenu par les Américains de longue date. Et on peut même remonter à Berezinski, qui était donc le fameux idéologue du Parti démocrate, qui en 1997, donc il y a très longtemps, avait déjà théorisé dans un célèbre livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, que pour affaiblir la Russie, pour empêcher la Russie de jamais redevenir une puissance importante, il fallait la séparer de l'Ukraine. Et donc, l'objectif stratégique de long terme des Américains, quelle que soit l'administration, les démocrates, les républicains, ils étaient tous d'accord là-dessus, c'était qu'il fallait séparer l'Ukraine de la Russie. Ce à quoi ils se sont attelés pendant toutes ces années. Et donc, les événements de Maïdan n'arrivent pas par hasard. Alors, le coup de fil, 4 février, à ce moment-là, de Victoria Nuland, donc, qui est la supérieure hiérarchique de l'ambassadeur américain, discute avec lui de qui devrait intégrer le prochain gouvernement ukrainien. Parce que pour eux, il était évident qu'il y aurait un prochain gouvernement ukrainien. Victoria Nuland dit que le Premier ministre devrait être, alors il a un nom un peu particulier, Artsenyuk. Donc elle désigne, Victoria Nuland désigne le futur Premier ministre ukrainien pendant cette conversation, en disant que c'est Artsenyuk qui devrait être le futur Premier ministre. Sachant que Victoria Nuland et l'ambassadeur américain, dans cette période-là, rencontraient régulièrement les 3 leaders de l'opposition qui avaient été mis en avant par les anti-Maïdan, pardon, les anti-gouvernements. Vous aviez donc le président de Svoboda, parti néo-nazi. Vous aviez ce personnage Artsenyuk, et vous aviez une 3e personne qui est devenue le futur maire de Kiev. Donc j'oublie le nom sur le coup, mais c'est un ancien boxeur. Et dans la même conversation, Victoria Nuland dit que ni le président Svoboda, ni le boxeur, le futur maire de Kiev, ne devrait intégrer le gouvernement, sans dire pourquoi. Et bon, parce qu'en fait, elle estime qu'ils ne sont pas assez haut niveau, ou pas assez contrôlables, ou pour Svoboda, elle savait probablement très pertinemment que les gens de Svoboda, les extrémistes néo-nazis, étaient très utiles pour des coups de main, style le massacre. En revanche, on ne voulait pas forcément d'eux pour gouverner, parce que bon, ils étaient un peu encombrants quand même. Malgré tout, dans le gouvernement provisoire, donc, qui a été nommé suite à l'éviction de Yanukovych, il y a eu Yatsenyuk, comme prévu, et les 2 autres, comme prévu, n'ont pas intégré le gouvernement. En revanche, on a intégré des ministres du parti Svoboda. Il y en avait 4. 4 personnes ont été intégrées au gouvernement provisoire. Alors, ils ne sont pas restés après les élections qui ont suivi 6 mois plus tard, parce que après ces élections, ils n'ont pas eu de résultats électoraux assez probants. Donc, malgré tout, même si ils avaient à l'époque un groupe parlementaire, les Ukrainiens se méfiaient d'eux quand même. Bon, et c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'élus par la suite. Et donc, ils ne sont pas restés dans le gouvernement. Mais, symboliquement, ils ont quand même intégré le gouvernement pendant bien 6 mois. Je me permets de vous couper. Je crois qu'on est déjà... Ouais, parce que donc vous évoquiez également le cas d'autres attaques sous faux drapeau. Une maternelle le 16 février 2022 qui sera ensuite suivie en mars par une attaque donc, sur un hôpital pour enfants qui, vous l'avez montré, donc, était occupé à ce moment-là par une légion du bataillon Azov. Donc ce sont une série d'attaques qui finalement vont être également fondatrices du récit au moment du déclenchement de l'invasion russe. Oui, alors donc là on est plus en 2014, donc c'était Maïdan, donc là on est des années plus tard, on est en 2022, donc 8 ans après, dans un moment de tension extrême, pour situer les choses dans le contexte, puisque les Américains avaient affirmé que les Russes allaient envahir l'Ukraine à partir du 16 février 2022, la date n'était pas choisie au hasard. Sauf que le 16 février 2022, il n'y a pas eu d'invasion russe, tout le monde a pu le constater. En revanche, il y a eu donc cette attaque. Alors de mémoire, en fait, c'est juste le lendemain, le matin, le 17 février. Alors d'abord le 16 février, il y a une recrudescence des violations du cessez-le-feu, brutale, dans le Donbass, que l'OSCE a constaté, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, officiellement en tout cas. Et dans le cadre de cette recrudescence de violation du cessez-le-feu, il y a donc
une attaque contre cette maternelle, je crois que c'est le 17 février au matin. Et là, c'est un événement médiatisé partout dans le monde. Et le gouvernement ukrainien, Zelensky, accuse les Russes d'être des barbares, de bombarder une école. Et moi, j'étais toujours dans le SCE à ce moment-là, sauf que j'étais à Odessa. Mais bon, j'avais travaillé auparavant près de 5 ans dans le Donbass, et je me disais, c'est quand même très curieux que les séparatistes bombardent une école maternelle en plein jour, quand il y a des élèves dedans, alors que quand j'étais sur place, ça n'était jamais arrivé. Jamais les séparatistes n'avaient fait de bombardement aussi provocateur. Séparatistes russes. Pro-russes, les séparatistes pro-russes. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il commettrait un tel acte dans un contexte de tension géopolitique majeure où tout le monde dit que les Russes vont attaquer? Pourquoi le premier geste qu'il ferait, ce serait d'attaquer une école avec des élèves? C'était absurde de leur point de vue. Mais bon, dans le cadre de leur propagande, tout passe. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Mais bon, j'ai voulu, en bon observateur, essayer de vérifier les faits le plus possible. Donc j'ai d'abord appelé un de mes collègues qui était responsable de la zone, en lui disant, voilà, je viens de lire ça dans le rapport officiel de l'OSCE. Est-ce que tu me confirmes que le rapport de patrouille original dit la même chose? Parce que peut-être qu'il y aurait pu avoir un malentendu, une erreur d'interprétation. Donc il me confirme, non, le rapport de patrouille dit ce qu'on a mis dans le rapport public. Et donc je suis mis à creuser un peu plus cette affaire, et là j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'incohérences en fait. Et il y avait beaucoup d'incohérences dans le récit officiel et par rapport à ce que les observateurs de l'OSCE avaient vu sur le terrain. Et il y avait notamment le fait que pour la première fois, moi j'avais jamais vu ça en 5 ans, l'équipe de l'OSCE n'a pas été autorisée à s'approcher du site où il y a eu l'explosion. Ce qui paraissait incroyable. Moi, d'expérience, on avait toujours accès au site des habitations ou des bâtiments civils qui avaient été bombardés. Les seuls endroits auxquels on n'avait pas accès, c'était les enceintes militaires. Ça, les deux parties nous interdisaient d'accéder. En revanche, là, ils avaient tout intérêt à nous dire, venez voir, venez observer par vous-même les dégâts du bombardement de ces barbares, de séparatistes. Sauf qu'ils n'ont pas autorisé notre patrouille à s'approcher à moins de 50 mètres. À 50 mètres, vous ne pouvez pas définir précisément quel est le type d'arme qui a frappé le site. C'est pas possible. Il faut se rapprocher. Alors, bon, vous pouvez faire des évaluations de la direction, de l'impact à distance, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas définir quel est l'engin qui a frappé le bâtiment. Bref, toujours est-il qu'on n'a pas pu faire de vérification comme on aurait pu. En plus, il y avait des rapports contradictoires sur le nombre de blessés à l'intérieur. Nous, d'après notre rapport, il n'y avait pas de blessés. D'après les Ukrainiens, il y avait des blessés. Pareil, autre contradiction. C'était en plus, exploité de manière maximale par donc le gouvernement ukrainien qui a envoyé sur place un ministre ou un vice-ministre le jour même pour ensuite faire des déclarations fracassantes à la presse en montrant la barbarie russe. L'ambassade américaine en a rajouté des tonnes dans la foulée, comme à chaque fois dans ce genre de situation. Et donc là, on se rend compte qu'on est face à une opération de propagande. Je ne crois pas une seconde que les séparatistes aient bombardé cette école, qu'on soit bien clair. Et il n'y a aucune preuve qu'il l'ait fait. Et quand les gens qui ont intérêt à vendre ce narratif interdisent les observateurs neutres de s'approcher du site, vous pouvez être très suspicieux que c'est une opération sous faux drapeau. Et donc c'est ma conviction intime. Voilà. Alors, si encore une fois, si nous avaient autorisé l'accès, j'aurais peut-être pas la même opinion. Mais là, c'est de leur faute, en fait, si moi j'ai cette opinion, en tant qu'observateur de terrain, sachant comment ce genre d'opération se passait normalement. Et il y a d'autres éléments aussi que vous partagez par rapport à l'hôpital qui était occupé donc, par une légion du bataillon Azov. Alors ça, c'est quelques semaines plus tard. Donc là, on est après le début de l'invasion russe, enfin l'invasion, l'opération militaire spéciale russe. On a déjà repris ce terme invasion parce que c'est connoté. Et puis techniquement, c'était peut-être pas une invasion, parce qu'une invasion, ça veut dire qu'on veut rester et contrôler. Ce qui n'était peut-être pas forcément l'objectif russe à ce moment-là. Bref, toujours est-il que
Il y a eu donc l'opération militaire spéciale russe massive à partir du 24 février, donc 8 jours après l'incident de l'école maternelle. Et alors, entre cette date et le 9 février, il n'y a pas eu d'événements médiatiques majeurs qui ont permis de diaboliser les Russes. Là, on était dans dans une sorte d'improvisation de la part du pouvoir ukrainien, à savoir dans quelle direction il devait aller. Et il faut rappeler aussi que les négociations avec les Russes ont commencé très vite. 3 jours après, je crois que dès le 27 février, ils commencent à négocier à Minsk. Ils négocient d'abord à Minsk. Ensuite, quelque chose de très bizarre, un des négociateurs ukrainiens est assassiné par le SBU le 2 mars de mémoire à Kiev. Pourquoi le SBU, le service secret ukrainien, assassine un de ses propres négociateurs qui parle avec les Russes à cette époque-là? Très mystérieux. Denis Kiriev, je crois, c'était son nom. Enfin, c'est confirmé de multiples sources, c'est dans les médias ukrainiens. Et donc, le 9 février, on a ce bombardement sur un site de Mariupol, qui est en fait un complexe hospitalier assez grand. Et j'avais vérifié, en fait, sur Internet, les bâtiments qui ont été touchés. Il y a plusieurs bâtiments, en fait, qui ont été touchés. Et donc, il y a un bâtiment qui était un hôpital de jour pour enfants, notamment pour les enfants qui avaient des problèmes oculaires. Et il y a une maternité. Et en fait, quand on regarde en détail ce qui s'est passé, il y a un énorme impact à peu près à 50 mètres de la maternité. Le cratère est énorme et ça peut correspondre soit à un obus d'artillerie de très gros calibre, mais il y a très peu de types d'armes qui peuvent causer ce type de cratère, soit une bombe aérienne. Honnêtement, j'ai du mal à croire à une bombe implantée par les Ukrainiens même. Donc dans toutes les affaires sous faux drapeau qu'on peut suspecter ou vérifier, honnêtement, l'histoire de la maternité de Mariupol, pour moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a vraiment eu un projectile russe qui a explosé à 50 mètres de la maternité. Et après, il faut savoir pourquoi. Et déjà, est-ce qu'il visait ce site? Et si oui, pourquoi? Et là, il y a un témoignage très intéressant de la part d'une jeune femme qui était pensionnaire, enfin, j'ose pas dire hospitalisée, mais elle venait d'accoucher, donc elle était pensionnaire en maternité. Elle a décrit dans des interviews pour tout un tas de médias, notamment la BBC, ce qu'elle avait vécu. Et elle prétend que les militaires ukrainiens, notamment Azov, avaient occupé les lieux et envoyé les personnels dans différents étages et différentes branches du bâtiment pour occuper d'autres parties du bâtiment. Parce qu'en fait, c'est un des rares bâtiments qui avait des panneaux solaires. Et comme il y avait des problèmes d'électricité à Mariupol à ce moment-là, l'armée ukrainienne s'est dit il faut qu'on récupère ces bâtiments pour avoir les panneaux solaires. Et donc, le site était au moins partiellement occupé par l'armée ukrainienne, et a priori d'après les témoignages, des unités du régiment Azov. À l'époque, c'était plus un bataillon, c'était plus gros. Voire on peut dire brigade Azov, mais des unités d'Azov. Il y a même ensuite un officier de police qui dit que 2 jours plus tard, quand les troupes russes sont arrivées à ce niveau-là, il y avait des gens du bataillon Azov, enfin de l'unité Azov, qui se battaient à partir des bâtiments de l'hôpital, 2 jours après. Donc, si ça me confirmait qu'ils s'occupaient déjà des lieux. Donc voilà, il y a tout un tas d'indications que si le site a été bombardé, c'était parce qu'il était tenu notamment par les militaires. Alors il faut bien avoir à l'esprit que dans le droit humanitaire, moi j'ai eu des cours là-dessus de la part du CICR quand je travaillais dans le Donbass, normalement un hôpital est un site protégé, comme les écoles. Ce sont des sites protégés que les forces armées n'ont pas le droit de bombarder, sauf si ces sites sont utilisés à des fins militaires. À ce moment-là, le bâtiment protégé perd son statut d'objet protégé et devient une cible légitime. Là, ce qui est pervers, c'est que les militaires ont occupé partiellement le site tout en laissant des civils sur le même site. C'est-à-dire qu'en cas de bombardement, vous auriez des victimes civiles. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose d'un peu pervers là-dedans quand même. Alors, une autre version, ce serait de dire, ça s'est fait un peu dans l'urgence, et ils ne savaient pas où les mettre, ces femmes qui venaient d'accoucher. On ne peut pas les mettre n'importe où non plus, on ne peut pas les mettre à la rue. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais tout ça pour dire que l'affaire est bien plus complexe que ce que les médias nous ont présenté, les médias grand public. Les médias ont dit c'est affreux, les méchants russes bombardent une maternité parce que c'est des barbares. Mais personne n'a jamais expliqué dans les médias grand public que
il y avait des militaires présents sur le site. Vous voyez? Donc c'est là, on est dans une opération de manipulation. Oui, c'est ça qui compte Ouais. aussi, c'est ce que les médias finalement choisissent de regarder et d'ignorer. Voilà, on vous dit une partie de la vérité, mais on ne vous dit pas toute la vérité. Et c'est bien souvent, en fait, c'est ce qu'on ne vous dit pas qui fait la différence et qui permet de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Et ça, bon, quand on regarde la façon dont fonctionnent les médias sur le long terme, c'est systématique, et notamment dans cette guerre. C'est systématique. Quand vous regardez mon deuxième livre, qui en fait analyse surtout la façon dont les médias ont rendu compte des différents événements de la guerre, cette pratique est systématique. On ne rend compte que d'un aspect, celui qu'on veut montrer pour diaboliser l'adversaire, et pas du reste. Voilà, c'est une technique de manipulation de masse de base. Pour revenir donc sur l'un des objectifs, l'un des motifs de cette guerre invoquée par Poutine au moment donc, de l'opération spéciale, la dénazification de l'Ukraine, c'est quelque chose dont on avait très peu entendu parler en Occident alors. On entend ces termes qui sont un peu mystérieux. Donc, il s'agit de plusieurs groupes qui sont bien identifiés et qui sont les tenants d'une idéologie particulière que vous évoquez, donc le bandérisme. De quoi s'agit-il ? En fait, faut comprendre, je me souviens qu'à l'époque où Poutine a justifié l'opération militaire spéciale par le terme de dénazification de l'Ukraine, il y a beaucoup de gens qui ont tiqué en disant: «Mais de quoi il parle? Il y a pas de nazis en Ukraine, ou alors s'il y en a, c'est extrêmement négligeable, ils sont très peu, donc étant très peu, on ne pouvait pas imaginer qu'ils aient une grosse influence». Moi déjà, quand j'étais sur place dès 2016 à Mariupol, j'ai visité des sites qui précédemment étaient des positions du bataillon Azov. À l'époque, c'était qu'un bataillon, le bataillon Azov. Il y avait des croix gammées, un peu partout. Un portrait d'Adolf Hitler. Tout ça, on l'a vu. J'ai même pris des photos. Les photos sont dans mon premier livre. Donc on ne peut pas le nier. Et il y a même un autre site un peu plus loin que j'avais visité avec un collègue. Et à l'entrée du site, on voyait une énorme croix gammée. Et le site était abandonné. Et on était tombé sur le propriétaire du site, enfin quelqu'un qui fouillait dans les décombres. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là, qui il était. Il nous a dit: «Je suis le propriétaire du bâtiment». Et on lui a dit: «Qui occupait le bâtiment?» Il a dit: «Le bataillon Azov». Et voilà, il y avait cette croix gammée énorme peinte sur un mur à l'entrée. Donc voilà. Il y avait aussi tout un tas de vidéos qu'on pouvait trouver dès l'époque de gens du bataillon Azov qui faisaient des saluts nazis avec Motika. J'oublie son nom sur le coup, mais il était mentionné. Son nom de guerre était Rollo. Je me souviens juste de son nom de guerre. J'ai trouvé ce Rollo 2022 ou 2023, interviewé sur une grande chaîne YouTube ukrainienne, et il était monté en grade de commandant de compagnie de l'unité Azov, il était devenu commandant de bataillon, monté en grade et donc interviewé comme une star sur le plateau de télévision par une journaliste vedette, interviewé comme un héros. Et là j'ai fait le rapprochement, je me suis dit mais c'est le même dont on suivait le procès pour enlèvement, séquestration, torture et meurtre. En fait, c'est Motika qui était accusé du meurtre, mais l'autre était complice. Et je le vois quelques années après, libéré, enfin, si tant est qu'il n'ait jamais fait de peine de prison, et même présenté comme un héros. Voilà, donc c'était la preuve, par l'exemple, que ces gens-là, en fait, montaient en grade. Et on sait qu'Andrei Biletsky, donc, qui est le chef historique du bataillon Azov de 2014. En fait, à un moment donné, il s'est lancé dans une carrière politique, donc il a pris ses distances avec l'action armée. Mais depuis 2022, il a remis l'uniforme et il est aujourd'hui, régulièrement, il apparaît aux côtés de Zelensky dans les briefings de haut niveau et a priori, il commande tout ce qui est maintenant un corps d'armée Azov. Parce que maintenant, Azov a plusieurs brigades. Et donc, c'est devenu un corps d'armée. Et voilà, donc ces gens-là, d'un petit nombre à la base, mais de gens très motivés, en fait, ils ont eu une influence démesurée sur les forces armées ukrainiennes et sur l'appareil d'État ukrainien. Et surtout, on voyait des vidéos dès 2014, notamment avec des gens comme Mousseïchouk, qui était aussi un des premiers chefs historiques d'Azov, Igor Mousseïchouk, qui s'est fait élire député. Mais ces gens-là se filmaient en train d'aller visiter les députés élus de l'époque, et de les violenter dans leur bureau, de les molester, de leur filer des claques en leur demandant de signer des documents qu'eux-mêmes avaient préparés.
Et in fine, le député violenté finit par signer pour qu'on arrête de taper. Mais c'est une république bananière, quoi, qui se comporte comme ça. Et ces gens-là étaient fiers de montrer la façon dont ils remettaient les politiciens dans le droit chemin. Et ces gens-là faisaient de la justice de rue. Mariupol, par exemple, ils faisaient la chasse aux drogués, aux trafiquants de drogue, mais c'est pas leur rôle. C'est un rôle de police. Mais ils s'arrogeaient le pouvoir de police de nettoyer les rues, de toute la racaille. Alors des fois c'était les gitans aussi, ou les Roms, notamment à Kiev. Parce que bon, c'est dans l'idéologie d'extrême droite, on n'aime pas les Roms. Et donc ils s'attaquaient à eux. Alors normalement les médias occidentaux s'émeuvent de ce genre de choses, mais quand c'est des Ukrainiens, on laisse faire ou on ignore, on fait comme si ça n'existe pas. Parce que ces gens-là luttent contre les Russes, donc ou les pro-russes. Donc ils sont utiles au pouvoir profond occidental. Donc on va pas les blâmer pour leurs petites incartades contre les Roms. Par contre, si c'est d'autres mouvements qui sont pas anti-russes, alors là, ce sera pas la même chose. Mais voilà, comme on a traité ces gens-là, on leur a pardonné tous leurs débordements. Et donc ces gens-là se sont sentis tout puissants. J'ai décrit d'autres scènes aussi dans mon livre, comment c'est quelques centaines d'anciens combattants de ce qu'on appelait l'ATO, c'était l'opération antiterroriste dans le Donbass. Donc des gens, s'ils n'étaient plus dans l'armée, c'était qu'ils devaient probablement faire partie des gens les plus fous qui ont été virés, comme m'a dit l'officier d'Azov. Et ces gens-là faisaient une pression constante sur les gouvernants, les médias, les tribunaux. Chaque fois qu'il y avait un de leurs corps-légionnaires qui était jugé pour des crimes de sang, comme j'ai dit, ils arrivaient en force pour faire pression sur les juges. Ils étaient des dizaines, avec leurs uniformes, leurs médailles, leurs tatouages, leurs drapeaux, et ils mettaient une pression énorme sur les juges, à tel point que, parfois, les forces armées ukrainiennes aussi devaient déployer un dispositif de sécurité impressionnant pour contrebalancer cette influence de ces nationalistes qui étaient incontrôlables. Et en général, ils avaient donc des gens de la garde nationale, mais pas les mêmes unités, qui devaient faire un cordon de sécurité pour les gens dans les audiences. C'était quelque chose de vraiment impressionnant à voir. Et je décris plein de scènes dans ce genre-là. Donc ces nationalistes avaient énormément d'influence à tout un tas de niveaux, politique, judiciaire, médiatique. Ils faisaient aussi le coup de main contre les journaux dont ils n'aimaient pas la ligne directrice. C'était notoire. Ils ont attaqué des journaux à Kiev en plein jour. La police n'a pas bougé. Enfin bref, n'étant peu nombreux, ils avaient un pouvoir de nuisance sur l'État ukrainien très disproportionné. Mais ça, les gens qui ne connaissent pas l'Ukraine ne sont pas forcément conscients de ça. Et ils ont du mal à comprendre comment quelques nationalistes peuvent avoir autant de pouvoir. Mais c'est un fait. Ils ont pris ce pouvoir parce qu'on les a laissés faire. Parce que l'Occident a laissé faire. Et les pouvoirs ukrainiens aussi a laissé faire. Et à un moment donné, s'est retrouvé plus ou moins un otage de ces gens-là. Je pense que Zelensky, à peine élu, s'est retrouvé en otage. Vous aviez le leader c'était plus Pravi Sector, le fondateur Pravi Sector. Il a ensuite fondé un autre parti. Alors j'oublie son nom sur le coup. Yarosh, voilà, Dimitri Yarosh, ou Dmitri Yarosh. Il a fondé ensuite un autre groupuscule qui s'appelait en anglais The Yarosh Initiative, l'initiative Yarosh. Et il a prévenu dans une interview. Il a menacé le président Zelensky, à peine élu, en disant voilà, si le président Zelensky applique les accords de Minsk, c'était en 2019, mai 2019, il se retrouvera pendu sur la place principale de Kiev. Alors, vous voyez, c'est une menace un peu indirecte, il ne dit pas c'est nous qui allons le faire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des gens comme eux, qui sont susceptibles de faire ça. Et Yarosh représentait tout l'industrie ukrainien, dont beaucoup d'anciens combattants des tout débuts. Et pour eux, les accords de Minsk sont une trahison. Donc, quand il dit il se retrouvera pendu sur la place principale s'il applique les accords, vous pouvez être à peu près certain que si c'est pas Yarosh lui-même qui le fera, ce sera ceux qui le suivent. Vous voyez, donc ces gens-là se permettent d'aller très loin. Et Yarosh, personne ne menace. Il a même été nommé conseiller du Sénat ukrainien. Parce que voilà, ces gens-là font peur à l'appareil d'État ukrainien depuis le début. Donc juste avant la guerre, vous notez une multiplication de signaux d'un renforcement
entre Washington et Kiev et une multiplication des provocations. Vous notez, tous les indicateurs tournent au rouge, politique, diplomatique, culturel et militaire. Quel est le niveau de participation et d'engagement finalement de l'administration Biden dans ce conflit? En fait, comme je le dis dans mon premier livre, chapitre 9, on constate dès l'arrivée de Biden au pouvoir, donc c'est en janvier 2021, il est élu 2 mois avant, mais il prend ses fonctions à partir du 20 janvier 2021, vous avez à ce moment-là une accélération des mesures que prend le gouvernement de Zelensky contre les gens considérés comme pro-russes en Ukraine. Donc ça commence dès le 2 février par la fermeture de 3 chaînes de télévision nationales qui étaient liées au leader de l'opposition dite pro-russe, Medvedchuk. En fait, les chaînes appartenaient à un de ses lieutenants. Donc c'est pas rien, 3 chaînes de télévision nationales qui du jour au lendemain n'ont plus le droit d'émettre sur décret présidentiel. Donc on est 10 jours seulement après l'arrivée de Biden au pouvoir, et cette décision est acclamée par l'ambassade américaine. L'ambassade américaine applaudit. Donc c'est très bien. Et ensuite, vous avez, quelques semaines plus tard, le même pouvoir ukrainien qui décide d'inculper donc Medvedchuk, on lui ferme ses chaînes de télé, et derrière, on l'inculpe pour une sombre affaire en fait, qui remontait à 2015, dans laquelle il avait été médiateur avec les séparatistes pour que l'Ukraine puisse acheter du charbon dans le Donbass, parce que les séparatistes contrôlaient les principales mines de charbon dans le Donbass, dont l'Ukraine avait un besoin impérieux. Dans cette affaire, on peut tout à fait considérer que d'abord, il avait agi en concert avec Poroshenko, le président alors, ils étaient en accord là-dessus. Ils ont agi pour, de mon point de vue, le bien de l'Ukraine, en tout cas le bien des Ukrainiens, puisque le charbon est quelque chose d'essentiel pour l'économie ukrainienne, parce qu'il y a tout un tas d'industries qui fonctionnent au charbon, et pas seulement, mais aussi des administrations, les écoles se chauffent au charbon, et les habitations, il y a énormément d'habitations qui chauffent au charbon. Couper le charbon, c'est une crise majeure pour l'Ukraine. Donc, ces 2 personnages ont trouvé un moyen d'acheter du charbon discrètement aux séparatistes, et des années plus tard, Zelensky utilise cela pour dire ils ont trahi, ils ont fait du commerce avec les séparatistes. Et c'est à ce titre qu'on les poursuit en justice. Donc, ils ont mis Medvedchuk aux arrêts, il était en résidence surveillée. Poroshenko, ils sont attaqués à lui un peu plus tard, ça a attendu la fin de l'année. Lui, il a eu juste du gel des avoirs, ce qui n'est pas rien, et interdiction de quitter le territoire. Medvedchuk, résidence surveillée. Ensuite, mois de mars, vous avez Zelensky qui prend un décret concernant la réintégration de la Crimée. Et quand vous lisez le décret, c'est à peu près le même qu'ils avaient rédigé sur le Donbass 3 ans avant, vous voyez que ils envisagent le scénario de la reconquête de la Crimée par la force. Donc c'est une provocation vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire, voilà, on est prêt à reprendre la Crimée par la force, et on le met par écrit. Et voilà ce qu'on va faire une fois qu'on aura repris la Crimée par la force ou la négociation. C'était, il y avait les options ouvertes. Mais bon, il y avait la force quand même qui était sur la table. Donc ça, provocation pour la Russie. Ensuite, vous aviez le sommet de l'OTAN, un peu plus tard, où on réaffirme le droit de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Et vous avez des accords stratégiques entre les États-Unis et l'Ukraine. Et ça commence en septembre, novembre. Les 2 accords stratégiques majeurs, et dont on sait depuis qu'il y avait à la fois une partie officielle et une partie cachée. Et Anthony Blinken a d'ailleurs avoué plus tard, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qu'il y avait un accord de fourniture d'armes secret à l'Ukraine dans ces accords. Selon ces termes, Anthony Blinken, c'est parce qu'il se doutait bien que la Russie allait attaquer. Mais si on regarde les choses du point de vue russe, on peut penser que les États-Unis et l'Ukraine à ce moment-là ont coché toutes les cases pour provoquer la Russie. Vous voyez, et il y avait encore un autre aspect, c'est qu'on était aussi à ce moment-là dans les lois, en pleine mise en application des lois anti-russes au niveau de la langue et de la culture russe. C'était des lois, un paquet de lois qui avait adopté à l'époque du président Poroshenko, juste avant qu'il quitte le pouvoir. Mais en fait, l'application des lois s'est allée dans le temps. Mais Zelensky, bien qu'il fût, quand il était candidat défenseur de la langue russe, une fois qu'il était président, il a appliqué ces lois. Et ces lois ont commencé à s'appliquer de manière radicale en 2021. Vous voyez, donc voilà, on avait vraiment un contexte explosif du point de vue russe. Il y avait en plus un observateur de la République populaire de Lugansk qui a été fait prisonnier par les nationalistes, encore toujours les mêmes ukrainiens dans l'oblast de Lugansk.
alors que c'était un observateur non armé, reconnu par l'OSCE comme un observateur, mais pas par les Ukrainiens. Et donc les Ukrainiens, pendant une opération d'évacuation le long de la ligne de front, qui était accordée avec tous les partis, ont décidé d'arrêter le type. Et voilà, donc il y avait tout un tas de provocations à ce moment-là, qui menaient à une grosse montée en tension. Et donc c'est à ce moment-là que les Russes ont demandé une dernière fois aux Allemands et aux Français de faire pression sur les Ukrainiens pour enfin appliquer les accords de Minsk, sauf qu'ils ont essuyé un refus. Que les Russes ont médiatisé à l'époque, au mois de novembre. Ils ont publié les télégrammes diplomatiques en disant voilà ce que disent l'Allemagne et la France. Ils refusent de faire pression sur l'Ukraine pour discuter avec les séparatistes pour appliquer les accords de Minsk. Et le dernier point, c'était que les Russes, voyant cette hostilité globale contre eux, avaient proposé à l'OTAN d'adopter un accord sécuritaire entre la Russie et l'OTAN, dans lequel l'OTAN s'engagerait à ne pas recruter l'Ukraine, si je puis dire, ne pas faire en sorte que l'Ukraine les rejoigne. Sauf que l'OTAN a toujours refusé de signer un tel accord. Et donc, in fine, c'est passé ce qui s'est passé. Les Russes, voyant qu'il y avait tout un tas de provocations vis-à-vis de leurs intérêts et qu'il y avait un refus de prendre en compte leurs préoccupations sécuritaires, ils ont décidé d'attaquer. Et alors peut-être rapidement, un autre élément qui revient dans votre ouvrage, un élément de compréhension du contexte, c'est la corruption. Avec cette phrase que vous relevez d'Arestovitch, donc ancien conseiller de Zelensky, qui dit « Le problème numéro 1 de l'Ukraine, ce n'est pas Poutine, mais le désir de s'engager dans la corruption à la première occasion venue. » Ouais, en effet, c'est ce qu'il a dit. Alors nous, à l'OSCE, on n'avait pas comme mandat d'enquêter sur les affaires de corruption. C'est très sensible, très particulier. Et donc, on ne s'en occupait pas au quotidien. Cela dit, bon, on entendait parler de la corruption à différents degrés, des témoignages de la part de citoyens, de la part d'élus locaux. Donc on savait que c'était un problème de masse en Ukraine. Il y avait même des interprètes qui pouvaient nous dire en Ukraine, on n'a pas son diplôme si on ne paye pas le professeur. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelque chose de culturel en Ukraine. Et sauf que c'était une préoccupation pour l'Occident avant 2022, mais depuis c'est totalement passé sous silence. Et il y a ce système qui est extrêmement corrompu. On a donné des dizaines de milliards, à la fois les États-Unis et les Européens, sans chercher à contrôler comment les fonds étaient dépensés. Mais c'était une aubaine de folie pour tous les gens au pouvoir en Ukraine. Et il y a tout un tas d'exemples qui montrent qu'il y a une corruption généralisée. Il y a même des enquêtes officielles qui sont ouvertes maintenant, qui touchent tout l'entourage de Zelensky, jusqu'à Yermak, qui était son principal conseiller, qui a dû d'ailleurs démissionner. Mais alors, le seul qui n'est pas officiellement atteint jusqu'ici, c'est Zelensky. Mais qui peut croire que Zelensky n'ait pas récupéré de l'argent alors que tout le monde autour de lui se sert? Il n'y a que vraiment ceux qui ne veulent pas y croire qui pourront y croire. Donc on a donné des milliards à un pays extrêmement corrompu sans rien vérifier. Et on continue. C'est fascinant. Les historiens du futur se demanderont mais comment ça a pu passer comme une lettre à la poste. Comment les médias mainstream ont-ils pu fermer les yeux sur des choses aussi importantes et évidentes, à la fois, encore une fois, aux États-Unis et en Europe. C'est atterrant. Pour conclure cette interview, j'aimerais que vous commentiez donc cette phrase, une des phrases qui clôt votre premier livre. Il semble en fait que ce ne soit pas les États-Unis d'Amérique en tant que tels qui contrôlent l'Ukraine, mais un État profond mondialiste occidental qui domine encore une partie de l'establishment américain, ainsi que la quasi-totalité des pays de l'OTAN. Oui, ça correspond à ma vision du monde aujourd'hui. Je pense que les gens qui sont au pouvoir, qui sont les présidents, les premiers ministres, ne sont que des pantins. C'est texto. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni. En fait, vous avez une série de premiers ministres qui se succèdent les uns aux autres, mais en fait, ils ont toujours la même politique, quoi qu'il arrive. Et surtout pas d'élection. On veut pas d'élection pour redonner la parole au peuple. On a vu que quand les élections ne plaisent pas, on les arrête, comme en Roumanie. On menace de faire la même chose dans tous les autres pays, ça a été dit pour l'Allemagne. On se demande si on n'aura pas la même chose pour les présidentielles en France, si jamais ça ne plaît pas. Vous voyez, il y a quand même des inquiétudes. Puisqu'en plus, l'Union européenne s'est dotée
d'outil qu'on appelle le bouclier démocratique européen. Enfin, c'est orwellien comme terme. En fait, tout ça pour dire que si les élections ne plaisent pas, on se permettra de les annuler, comme on a fait encore une fois en Roumanie. On suit une pente vraiment inquiétante de manière générale en Europe, et je crois que ceux qui tirent les ficelles, c'est une oligarchie de l'ombre, probablement financière, des gens extrêmement riches, qui ne veulent pas forcément être sur le devant de la scène, mais qui contrôlent toutes les grandes sociétés, les médias, et qui sont capables de dicter leur agenda à tous ces gens qui contrôlent. Et sachant que cet apanage de gens qui sont au sommet de la hiérarchie dans tout l'Occident, ça fait des dizaines d'années en fait que vous avez tout un tas d'organismes plus ou moins officiels qui s'auto-promeuvent les uns les autres et qui placent leurs pions petit à petit jusqu'à arriver à contrôler l'ensemble, ou quasiment tout l'ensemble. Mais ça s'est fait sur des dizaines d'années. Et vous avez la galaxie Soros qui est là-dedans. On sait que la galaxie Soros, elle a fait en sorte de nommer des gens qui lui soient proches au plus haut sommet de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y avait un reportage qui était paru il y a quelques années là-dessus dans un magazine qui était mainstream, d'ailleurs à l'époque, je crois que c'était dans Le Point à l'époque, qui montrait que 20% des juges de la Cour européenne des droits de l'homme venaient en fait de la galaxie Soros, et que certains n'étaient même pas juges, n'avaient jamais été juges dans leur pays, mais parce qu'ils travaillaient pour des ONG, ils ont été mis en avant et ils sont retrouvés juges suprêmes de l'Europe. C'est quand même étonnant. Et vous avez le même principe avec tous les think tanks américains ou pro-américains atlantistes qui n'arrêtent pas qui sélectionnent des politiciens prometteurs à qui on promet des carrières brillantes, à condition évidemment qu'ils obéissent aux intérêts de cet État profond. Vous avez évidemment McKinsey, on sait que McKinsey a beaucoup aidé Macron pour sa campagne. Est-ce qu'il y a des contreparties? Quelles contreparties? Des grandes banques d'affaires, Bilderberg, pour ne pas les citer. On sait qu'il y a tout un tas de gens qui, avant d'être Premier ministre, comme par hasard, étaient invités à une réunion du club Bilderberg dans l'année précédente. Je crois qu'il y avait eu Jérôme Attal, il y avait eu Édouard Philippe. Gabriel Attal, vous voulez dire? Pardon, Gabriel Attal, pas Jérôme Attal. Merci de me reprendre. Gabriel Attal, Édouard Philippe, et d'autres. Je veux dire, la liste est longue, et c'est pas qu'en France, dans toute l'Europe. Ce qu'on pourrait appeler État profond sont toutes ces personnes au poste qui garantissent la continuité des structures des gouvernements et également donc, des associations, malgré tout ce qu'on peut voir à la surface qui relève peut-être plus du théâtre politique. Oui, pour moi, la démocratie à l'occidentale, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est du théâtre. En fait, il y a tout un tas de grands sujets sur lesquels cette oligarchie de l'ombre, en fait, impose son agenda, et ceux qui veulent exister médiatiquement, politiquement, sont obligés de cocher les cases de l'agenda de l'oligarchie de l'ombre. Et s'ils s'éloignent sur un des points de l'agenda, en fait, ils seront jamais élus parce qu'ils vont être exclus du monde médiatique. Je pense que c'est la peur de beaucoup d'entre eux, et c'est pour ça qu'ils se taisent sur tout un tas de sujets, parce qu'ils savent que sinon, leur carrière est terminée. Alors c'est triste, parce que je pense qu'il y en a qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais malheureusement, pour eux, je peux comprendre que c'est un peu difficile aussi, parce que soit ils passent dans la semi-clandestinité en devenant complotistes, et vous n'avez plus que les médias alternatifs pour vous donner la parole, et donc votre carrière sur le monde de la scène est terminée, soit vous jouez avec le système en espérant peut-être un jour que ça changera, mais là je vois pas comment ça va changer. Au contraire, on constate une radicalisation du système qui a l'air de tolérer de moins en moins la dissidence, malheureusement. Merci beaucoup Benoît Paré d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous de votre invitation.